Je suis né à Fort Chipewyan. Ça, j'en suis sûr, parce que c'est écrit sur mon certificat de naissance. Je n'ai aucun souvenir de ce temps-là. Un jour, un travailleur social m'a dit que mes parents étaient alcooliques. C'est pour cette raison-là qu'on nous a enlevés, nous, les enfants. Cher Chuck, si je meurs, essaie de comprendre. Ce n'est pas à cause de toi. Je t'aime beaucoup, même si on ne se connaît pas bien tous les deux. J'espère que tu pourras aller plus loin que moi dans la vie. Et continue d'essayer. Les choses devraient sûrement aller mieux. Mais moi, tu me connais, j'abandonne tout. Ton frère, Richard Stanley Cardinal. I cried a lot, you know. J'ai beaucoup pleuré. That was the first time in a long time, in a lot of years, that I really cried. Ça faisait des années que je n'avais pas autant pleuré pour quelqu'un. For a person. But now, you know. Mais à présent, je ne suis plus capable. I don't know, you might say it's really different because I can't really feel anymore. Je ne ressens plus rien. En juin 1984, on trouve Richard Cardinal pendu à un bouleau dans la cour de son dernier foyer nourricier. Richard était métis. Il avait alors 17 ans. Depuis l'âge de 4 ans, il avait été placé dans 28 endroits différents en Alberta, dans 16 foyers nourriciers et 12 centres d'accueil, refuges d'urgence et lieux de détention. Richard nous a laissé son journal où il raconte les dures épreuves, les agressions, les abandons qu'il a connus durant sa vie. Dans ce journal, on découvre un jeune homme sensible, conscient et capable d'exprimer ce qui l'habitait. J'étais en 2e année à ce moment-là. Je ne me sentais pas rejeté cette année-là. J'ai goûté à mon premier amour d'enfant avec une fille qui s'appelait Heather. Mais au beau milieu de l'année scolaire, une travailleuse sociale est venue chez nous pour me dire que je devais déménager. Elle m'a demandé combien de temps il me fallait pour me préparer. J'ai répondu, 1 semaine. J'aurais dû répondre, jamais. Him and I got along really good. We did a lot of things together. On s'entendait bien tous les deux. Je veux dire, on a fait beaucoup de choses ensemble. On se surmenait pas, ça, c'est sûr. On a construit un pont ensemble là-bas au-dessus du ruisseau. On a ramassé des roches dans le champ. On a bâti des petites choses, ça lui faisait plaisir. Un bon travailleur, il se plaignait pas. On s'amusait. Un bon compagnon pour moi, parce que j'aime pas ça faire les choses tout seul. Il jasait, mais il parlait jamais de son passé. J'ai jamais demandé de me parler de son passé. Je me disais que c'était pas de mes affaires. On s'occupait plutôt de l'avenir. Le 7 mai, Richard rencontre Terry et Leo Crothers, ses derniers parents adoptifs, sur leur ferme près de Sangudo, à 90 km au nord-ouest d'Edmonton. 3 jours après son arrivée, Richard cloue une planche entre 2 bouleaux et y attache une corde. Lorsque Mme Crothers voit cela, elle téléphone immédiatement au travailleur social, qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Richard s'intéresse à la musculation et va se servir de la planche pour faire des exercices. 39 jours plus tard, Richard était mort. C'était le 26 juin, j'oublierai jamais ce jour-là. Peut-être que j'oublierai toutes les autres dates, mais pas ce 26 juin-là. C'était mon anniversaire. On allait souper chez mon fils avec les enfants d'à côté, tous ensemble. Et je suis revenue du travail vers 4 heures.
Rick aurait dû avoir donné à manger et à boire aux poules. Mais il n'était pas là et j'en ai pas fait de cas parce qu'il avait l'habitude de se tenir avec les enfants d'à côté. Léo est arrivé vers 5 heures et je me suis dit, mais il faudrait bien que j'aille chercher ce garçon-là. Je suis allée à côté et j'ai demandé à Jackie, as-tu vu Rick? Elle a dit non. En fait, je ne l'ai pas vu de la journée. C'est là que j'ai commencé à penser. Je suis revenue à la maison et j'ai dit à Léo, ils l'ont pas vu. Il faut bien qu'il soit quelque part. La moto était dans la cour, il n'était pas parti. Alors, j'allais voir aux alentours et il était déjà mort. Il était mort depuis plusieurs heures. Il faisait très chaud ce jour-là. Je l'ai pas touché. En le voyant, je savais que je pouvais rien faire. Alors, je suis revenu et j'ai dit à Terry de téléphoner à la police. Et, pendant ce temps-là, je suis allé chercher mon appareil photo. Je me suis dit qu'il fallait que d'autres personnes soient témoins de ça. Pas seulement moi. Au cas où personne ne voudrait nous écouter. C'est un peu difficile de faire ça. J'ai pris environ 10 diapositives, puis on a attendu que la police arrive. Les 5 heures qui suivent sont infernales pour les Crothers. Le corps de Richard reste pendu aux arbres pendant qu'ils attendent que la police et les enquêteurs fassent leur travail. On n'ordonne ni autopsie ni enquête judiciaire sur sa mort à ce moment-là. On a attendu à peu près un mois, peut-être 5 semaines, et on n'a pas eu de nouvelles de personne. C'est à ce moment-là que j'ai fait faire des photos de mes diapositives. J'en ai envoyé une au ministre, au chef d'opposition, et à Peter Trenchy, qui est notre député. Il était vraiment furieux contre moi. Pour lui, c'était de mauvais goût d'avoir envoyé les photos d'un jeune homme pendant un an. Alors j'ai dit, en tout cas, ça prenait ça pour attirer votre attention. Autrement, ça aurait été étouffé pour qu'on en parle. On aurait dit, pas après, c'est rien qu'un autre Indien de mort. Aussitôt que l'Association des Métis une femme a reçu les photos, c'est là que tout a commencé. Et comme de raison, tous ceux qui étaient concernés sont sortis de l'ombre. On a commencé à dire que c'était pas leur responsabilité, que c'était pas leur faute. Tonight, on the National. Richard Cardinal. Il était jeune, il était métis. Comme tant d'autres, il a été oublié dans la confusion. Richard avait été un enfant de foyer nourricier pendant 14 ans. Il a vécu dans 16 familles et il a été promené de droite à gauche, des refuges d'urgence aux psychiatres, aux assistants sociaux. En juin dernier, il s'est suicidé. Cette semaine, à la Cour provinciale de Mayerthorpe, Alberta, une enquête judiciaire essaie de démêler le triste parcours de sa vie. Steve Androsiak, CBC, Edmonton. L'enquête dure 5 jours. Elle est présidée par le juge Walter White de la Cour provinciale de l'Alberta. Les médias horrifiés rapportent les témoignages de 21 personnes, travailleurs sociaux, psychiatres, psychologues, parents adoptifs et responsables de programmes sociaux. Les auditions révèlent que les programmes de protection de la jeunesse sont vraiment inadéquats. Le message de Richard est finalement entendu. Cependant, une chose est certaine. Richard Cardinal n'a jamais pu faire ce dont il avait le plus envie, rentrer chez lui. J'avais 7 ans. En ce temps-là, on habitait à la mission. La GRC est venue nous chercher. Ils nous ont emmenés de Fort Chip à Fort McMurray. Nous étions 8. Nous avons tous été séparés et envoyés dans différentes maisons. J'ai été mis dans une maison avec mon second frère aîné. Mon frère Edmond, le plus vieux, a été placé tout seul ailleurs. Richard aussi. Et les filles, je ne sais vraiment pas où elles sont allées. À l'âge de 6 ans, Richard est déjà séparé de sa famille depuis 2 ans. Il est déménagé dans son 8e foyer nourricier au Lac-La Biche,
où il vivra avec son frère Charlie pendant 11 mois. Après le lac La Biche, les deux frères sont envoyés ensemble dans la ville de Brainerd. Les agressions ont commencé à Brainerd, dans un des foyers nourriciers. La vie était très dure là. Comme vous le savez, Richard avait des problèmes. Il mouillait son lit. Le matin, quand il se levait, parce qu'il avait mouillé son lit, on se faisait battre tous les deux. On devait aller nous-mêmes dehors chercher le fouet pour se faire battre. C'est arrivé très souvent. Il se vengeait. Il voulait nous voir pleurer. Toute la famille restait autour pour nous regarder. Il fallait baisser nos culottes. Leurs 4 filles restaient là à nous regarder pendant qu'ils nous battaient. Notre foyer suivant était dans la même ville, juste à quelques milles de là. C'était un bon foyer dans un sens, mais insupportable pour un tas d'autres raisons. On aurait dit que pour chaque bonne chose qui arrivait, il y en avait 2 mauvaises qui suivaient. Je me souviens d'un soir, on n'avait rien eu à manger. Il y avait un sac de navets crus à la porte de notre chambre. On en a mangé 3 chacun. À 9 ans, Richard est placé dans son 11e foyer nourricier, la famille Smith. Il est accompagné de son frère Charlie et de sa sœur Linda. Comment était-il au début? I don't know how to explain. They were quite... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils étaient pas mal bouleversés, très troublés, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, il fallait que je fasse de gros repas pour qu'ils mangent à leur faim. Mais après un bout de temps, ils étaient comme tous les autres enfants. Ils étaient satisfaits. Ils étaient satisfaits. Quand ils sont arrivés au début et que je mettais de la nourriture sur la table, ils sautaient dessus. Ils avaient peur qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. On était bien dans cette maison-là. Tous les 3, nous avons eu beaucoup de plaisir ici. Le ruisseau qui coule près de la ferme s'est asséché un peu, mais à un endroit, il y avait des rapides, et nous, on se laissait flotter dans le courant sur les chambres à air. Quelques mois plus tard, ses parents adoptifs ont du mal à accepter qu'il mouille toujours son lit. Et, encore une fois, on demande à la travailleuse sociale d'envoyer Richard ailleurs. J'ai demandé à la travailleuse sociale de m'aider à trouver une sorte de grand caoutchouc pour couvrir le matelas, parce que je trouvais rien au magasin. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait lui mettre, vous savez, pour qu'il ne mouille pas son lit? Ce qu'on nous a dit, c'est que Richard allait partir, qu'il recevait des soins spéciaux parce qu'il mouillait son lit. Il devait revenir chez nous, mais ça n'est jamais arrivé. J'avais 4 heures avant de quitter ma famille et mes amis. Comme Linda et Charlie étaient à l'école, je suis allé dans la chambre et j'ai pris mon vieil harmonica. Je suis descendu dans la cour de la ferme et je me suis assis sur la clôture. J'ai commencé à jouer très lentement. J'étais très triste à ce moment-là. Au milieu de ma chanson, mes lèvres se sont mises à trembler. Je savais que j'allais commencer à pleurer et j'étais content. Je n'ai même pas essayé de me retenir. Je suppose que ma mère adoptive m'a entendu et elle a dû venir pour me réconforter. Mais quand elle a mis son bras autour de moi, je me suis écarté d'elle et j'ai couru dans le chemin. Je ne voulais plus aimer personne
J'avais été blessé trop souvent. J'ai commencé à apprendre l'art de cacher toutes mes émotions et de fermer la porte au reste du monde. La porte ne s'ouvrirait plus pour personne. Quand Richard est parti, ce n'était plus pareil. Linda et moi, nous étions très bouleversés de voir que Richard n'était plus là. On aurait dit que la femme avait perdu son âme. La travailleuse sociale est arrivée pour me conduire à ma nouvelle maison. En route, elle a essayé de parler avec moi, mais je n'entendais rien et je n'essayais pas d'entendre. Quand on est arrivé, la travailleuse sociale voulait être seule avec mes parents pour leur parler. Moi, je suis resté dans la voiture. Une demi-heure plus tard, elle m'a appelé, mais moi, je ne voulais pas bouger. Quand elle est arrivée à la voiture, j'ai barré les portes. Je ne voulais pas qu'elle me laisse ici. Ici, j'étais sans amis, tout seul. J'avais très peur. Finalement, ils m'ont convaincu de sortir et j'ai commencé à pleurer. La travailleuse sociale leur a dit que ça allait se passer bientôt. Puis, elle est partie. Mais je ne voulais pas que ça se passe. Ni maintenant, ni jamais. On n'a pas entendu parler de Richard pendant très longtemps. Personne ne nous a dit comment il se débrouillait. On m'a emmené dans la maison et on m'a montré où j'allais dormir. La chambre était au sous-sol. Quand je suis rentré dans la chambre, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Le plancher était couvert d'environ 1,5 pouce d'eau. Il fallait marcher sur des planches pour ne pas se mouiller les pieds. Les murs étaient rouges, mais il y avait longtemps déjà que la peinture décollait. Le lit était à peu près large de 2 pieds et environ 1 pied de haut. Le plafond n'était même pas fini. Il y avait une ampoule de 40 watts qu'on allumait en tirant sur une corde. Ça ressemblait à quelque chose que l'on voit dans les films d'horreur. Je me suis sauvé d'ici. Quand Richard m'a téléphoné, il était vraiment inquiet. Il disait qu'il voulait absolument quitter cette maison-là. J'ai fait de l'autostop pour me rendre. C'était déjà la nuit. Je suis allé vers les bottes de foin et je me suis construit un abri. J'ai dormi là. Tôt le matin, je me suis faufilé avant que personne ne se lève. Je suis resté caché dans le bois et j'ai attendu que Richard se réveille. Il est sorti pour faire ses corvées. Bob Jones est arrivé. Je surveillais tout cela d'en arrière et je l'ai vu. Il a engueulé Richard à cause de l'abri. Richard disait qu'il n'avait jamais fait ça et c'était vrai, puisque c'est moi qui l'avais construit. Il s'est mis à le battre à cause de ça. Moi, j'attendais Richard qui pleurait et qui criait. Voyez-vous, Jones ne voulait pas le laisser venir chez nous. Il lui a défendu de nous visiter. On a dit à la travailleuse sociale que les 2 frères voulaient se voir, mais... Je me répétais que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, que j'allais me réveiller bientôt avec Charlie et Linda et le reste de ma famille dans notre maison de Fort Chipewyan. Mais à vrai dire, je savais que je ne me réveillerais pas, que c'était ça la réalité, pas juste un mauvais rêve. J'ai passé le reste de l'hiver ici à m'ennuyer. J'étais vraiment déprimé et j'ai commencé à penser sérieusement au suicide. Richard vit là pendant 4 ans, son plus long séjour dans une même famille. Pendant ce temps-là, il se sauve plusieurs fois. Il vole un camion, il tire sur une vache et il échoue dans toutes les matières à l'école. À l'âge de 13 ans, il rencontre les Kesslers, son 13e foyer nourricier. Mais cette fois-ci, Richard retrouve son frère Charlie. Il y avait toujours le même problème, il mouillait son lit.
Alors, ils ont décidé qu'il faudrait peut-être qu'il aille voir un psychologue. On était d'accord parce que je savais que c'était pas vraiment un problème psychologique. Alors, on a pensé que ça lui ferait du bien. On était d'accord. Il est allé à 2 ou 3 sessions, puis on a commencé à avoir un changement. Je crois que ce qui est arrivé, c'est qu'il a ramené à la surface toutes les choses qu'il avait refoulées. Il aurait dû continuer à faire sortir tout ça. Je pense qu'ils ont arrêté la thérapie trop vite, parce qu'il était en train d'écrire quelque chose, comme un journal. Puis il disait qu'il avait plein de colère en lui et qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Pourtant, il ne nous la montrait pas à nous. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette colère-là en dedans de lui. Charlie allait avoir 18 ans. Bientôt, il allait devoir partir et prendre sa vie en main. Mais pour Richard, c'est une bien grande perte. Son angoisse devient insupportable. Quand je me suis réveillé, j'ai essayé de m'asseoir. J'avais les bras attachés. Une douleur soudaine m'a traversé le cou. Ça faisait si mal que j'ai fini par crier. J'ai éclaté en sanglots. 2 ou 3 infirmières sont arrivées en courant dans ma chambre. Une infirmière m'a détaché. Elle m'a serré dans ses bras. Elle me répétait « Tout va bien maintenant ». C'était étrange d'être dans les bras de quelqu'un. Pourtant, au-dedans de moi-même, je ressentais comme une chaleur, un calme. Je ne pouvais même pas me souvenir. Il y avait si longtemps qu'on m'avait pris dans ses bras. Et je sais que ça m'avait manqué. Il a essayé de se suicider 2 fois pendant qu'il était chez les Kesslers. Une fois, c'était à l'école, et la seconde fois, je crois qu'il est revenu de l'hôpital que 3 jours plus tard. Après ça, il était avec nous chez les Kesslers. Il y avait moi puis un engagé ce jour-là. On travaillait, on construisait un enclos dans la grange. Et Richard est arrivé. Il avait l'air bien. Il a dit qu'il allait remonter et nous faire une tasse de café. On a dit d'accord. On a terminé notre travail, puis on est remonté à la maison. C'est là que j'ai entendu des gémissements, des plaintes. J'ai pensé que Richard chantait en écoutant de la musique. Je suis allé voir. Il était dans la niche du chien. Il avait du sang partout sur lui. Il avait écrit une note qui disait « S'il vous plaît, aidez-moi ». C'était écrit avec du sang. Charlie reconduit Richard à l'hôpital de Mayerthorpe. Cette fois-ci, le médecin de garde prend des arrangements pour que Richard soit transféré à l'hôpital Misericordia d'Edmonton. Pendant le trajet, l'ambulancier se rend compte que Richard se meurt. Mais à l'hôpital, le médecin constate que Richard est inconscient et qu'il sent l'alcool. Personne n'est mis au courant de sa tentative de suicide 2 jours auparavant. Et Richard reçoit son congé dès l'après-midi suivant. Nous sommes allés le chercher, nous l'avons ramené chez les Kesslers. C'est là qu'ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas le garder plus longtemps. Alors, les services sociaux l'ont envoyé dans un centre de détention à Grand Prairie. Il devait recevoir de l'aide psychiatrique. Mais je ne crois pas qu'il en ait reçu. Après le départ de Charlie, Richard se sauve fréquemment. La recherche de son identité et de sa famille continue de le hanter. Il va vers le nord. Il se rend aussi loin que Fort McMurray, une ville où on l'avait amené une première fois à l'âge de 4 ans. C'est au cours de l'été 82. Il a presque 16 ans. Il est accusé de vol à l'étalage et mis en probation pour 6 mois. L'année suivante, il passe sans cesse de refuge d'urgence à maison d'accueil dans la ville d'Edmonton. On le retrouve assis sur un banc devant le magasin 7-Eleven. Il s'est coupé les veines et il saigne sur le trottoir. Richard n'a plus le goût de vivre. Je ne veux pas vivre les années à venir, parce que ce sera toujours la même chose. Je veux dire aux gens qui ont passé dans ma vie, ne vous en faites pas trop. Mais moi, je ne peux plus en prendre.
J'ai ramené Richard à Fort Chip. Il parlait toujours de retourner là. Je croyais que c'était juste de l'enterrer au cimetière de Fort Chip. Il avait toujours désiré voir la famille, notre famille. Il aurait tant aimé voir nos frères et nos sœurs. Richard était sur le point de recevoir des services sociaux, une attention bien meilleure que tout ce qu'il avait reçu auparavant. On prit des arrangements pour que les membres de sa famille viennent à ses funérailles. Parmi eux, il y en avait qu'il ne connaissait pas. C'était vraiment bon de voir toute ma famille. Ils auraient pu réunir la famille au moins une fois pendant toutes ces années-là. C'est une bien triste façon pour nos frères et sœurs de revoir leurs jeunes frères. L'amour peut être tendre comme un agneau ou bien féroce comme un lion. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent bienvenu. C'est quelque chose dont on doit avoir peur. C'est bon et c'est mauvais. Pourtant, les gens vivent, se battent et meurent pour lui. D'une façon ou d'une autre, les gens s'y habituent. Je ne sais pas, mais je pense que ça ne me rendrait pas heureux. Je suis déprimé et triste sans lui. L'amour, c'est vraiment étrange.